Bonsoir, soyez les bienvenus dans Club Hebdo. Notre invité ce soir est le président de la compagnie minière Montagne d'Or, Pierre Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors depuis quelques mois, vous tentez au travers de différents débats publics de défendre votre projet d'exploitation d'or sur le territoire de Saint-Laurent. L'opposition au projet semble déterminée et vous nous direz comment vous parviendrez donc à les convaincre au cours de cette émission. Et pour vous interroger, ce soir à mes côtés, Thierry Macaire, directeur de publication du quotidien. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Et Laurent Marot de la rédaction de Guyane la Première. Bonsoir Laurent. Bonsoir Thierry. Alors monsieur Paris, tout d'abord, que doit-on savoir sur ce projet d'exploitation aurifère? On en parle juste après ces précisions de Jocinel Gouache. Le site de la Montagne d'Or devrait abriter dans les prochaines années une mine d'or industrielle gigantesque. Production estimée, 150 tonnes d'or. Reste la question des impacts d'une mine industrielle dans la forêt guyanaise. Les élus locaux soutiennent aussi ce projet, qui devrait générer 800 emplois directs et 2500 emplois indirects. Alors, sur ce site d'exploration, l'exploration de ce site a duré plus de 22 ans pour au final confirmer une réserve globale à peu près de 85 tonnes d'or. Et pourtant, le métal jaune y a été découvert dès la fin du 19e siècle. Oui, c'est une zone dans laquelle la production d'or est une histoire ancienne. Ça fait plus de 140 ans qu'il y a de l'activité. Donc, le filon était donc déjà là. Et comment vous avez pris 22 ans pour explorer le lieu? Alors en fait, c'est essentiellement de l'exploitation alluvionnaire qu'il y a eu sur ce territoire. Et aujourd'hui, on parle d'un gisement d'or primaire. Donc de l'or qui est contenu dans la roche elle-même. Donc il a fallu découvrir le gisement qui a probablement alimenté ces placeurs, ces gisements alluvionnaires. Laurent Marot. Monsieur Paris, est-ce que vous avez réglé votre problème d'énergie? Parce qu'on sait que c'était un des problèmes clés de ce site, à 120 km de Saint-Laurent. Vous avez besoin de 20 mégawatts, c'est beaucoup, c'est la consommation d'une ville comme Saint-Laurent et alentour. Alors comment est-ce que vous allez faire pour avoir une telle capacité en énergie dans la programmation pluriannuelle de l'énergie élaborée par la CTG et l'État? Ça ne figure pas explicitement, évidemment, le feu vert n'a pas été donné pour votre dossier. Donc comment vous allez faire pour régler ce problème d'énergie? Est-ce que vous l'avez réglé? Alors, il est bon de rappeler que nous avons un besoin en énergie. Il y a différentes options. Une des options serait de produire sur site, mais on voit tout de suite les problèmes afférents à cette solution. Ça voudrait dire du transport d'hydrocarbures pour alimenter des avec turbines. Des gros groupes électrogènes. Voilà, ou des gros groupes électrogènes. Ce n'est pas la solution la plus verte qu'on puisse imaginer. Donc, notre société s'est tournée vers une solution qui a d'autres avantages. Une construction, la construction d'une ligne haute tension entre le site et Saint-Laurent sur 105 km, construction intégralement supportée par nos actionnaires, qui permettra de bénéficier d'un mix énergétique beaucoup plus vert. On sait que la PPE aujourd'hui, dans l'Ouest, planifie le développement de ressources Mais il y a un débat autour de cette biomasse, PPE quand même, par exemple. À Saint-Laurent, l'électricité est difficilement captable par la population. Il y a souvent des coupures. Comment vous allez faire? Alors aujourd'hui, il y a des problèmes. Donc on voit bien que ce n'est pas le problème de la Montagne d'Or, sachant que pour l'instant, nous sommes qu'à l'étape du projet. Donc il y a déjà des problèmes. La PPE, la programmation pluriannuelle, tient compte des demandes actuelles et futures et prévoit la construction d'unités de production additionnelles, donc en biomasse, photovoltaïque, petite hydraulique. Il y a tout un ensemble de projets qui devraient déboucher, qui permettront, en 2023, de mettre à disposition de l'Ouest guyanais la production dont elle aura besoin. Thierry Macaire. Oui, je vais rebondir sur un autre aspect. On entend parler de création d'emplois. Visiblement, il y a quelques années, tu m'en parlais tout à l'heure, l'un de votre prédécesseur parlait de 600 emplois, on en parle de 750. Et 2500 indirects aussi. Alors 2500, voire même 3000 indirects. J'ai l'impression, vous me pardonnerez, mais j'ai l'impression que notamment pour les emplois indirects, ça se fait un peu au doigt mouillé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? Parce que on se pose vraiment des questions sur cet aspect
spécifique? Alors, il est normal que les chiffres évoluent. Il y a 2 ans, on était à l'étape de la pré-faisabilité. Aujourd'hui, nous avons passé la faisabilité, mais tous les jours, le projet évolue. Le débat va faire évoluer le projet. Il est bien évident que les questions qui sont posées, les idées qui nous sont soumises pourront être intégrées dans une certaine mesure dans le projet. Donc le projet évolue. Le chiffre aujourd'hui, c'est 750 emplois directs et 3000 emplois indirects et C'est induits. 1 pour 4, oui. Un Voilà, emploi direct exactement. envoie 4 emplois indirects. Tout à fait. Et pour ça, il existe des références. La Banque mondiale a des références pour l'industrie des matières premières. Et les États-Unis sont aux alentours de 3. Donc à 4, on est très proche d'un pays très développé, avec une industrie minière importante. Et on est bien loin des plus de 20 qu'on trouverait en Afrique. Donc le choix a été de prendre un facteur qui se rapproche des pays développés qui ont une industrie minière, sachant que la Guyane a une industrie minière depuis de nombreuses années déjà, et des compétences. Alors, en octobre 2016, le WWF a fait paraître une étude économique sur votre projet. Selon cette étude, votre business plan serait beaucoup trop optimiste sur le cours de l'or, sur le taux de change euro-dollar, qui est faible dans vos calculs, qui est presque à 1 pour 1. Donc, votre modèle économique, conclut le WWF, est très fragile et potentiellement, votre projet serait déficitaire. Alors, ça peut être inquiétant de voir ce type de calcul, notamment sur est-ce que vous aurez vraiment les moyens d'investir sur la protection de l'environnement. On le sait, qui inquiète beaucoup de monde. Alors, nous sommes une entreprise privée et nous sommes prêts à investir 782 millions d'euros sur le territoire. Nous avons déjà investi 60 millions d'euros. Donc, vous comprenez bien que nous pensons que ce projet va être rentable. Et c'est quand même notre spécialité. Nous sommes des mineurs. La question de la réalité des gains potentiels ou les questions sur notre modèle économique... Vous comprenez que ça intéresse les Guyanais et les élus guyanais. Tout à fait, mais on peut répondre que les cours de l'or varient, les taux de change varient, mais les chiffres qui ont été pris pour nos études sont les chiffres qui sont pris par l'ensemble des banques mondiales qui travaillent dans ce secteur, qui vont prêter de l'argent aux grandes industries minières. Ce sont des chiffres qui fluctuent, mais ce qui est important de rappeler, c'est que les deux ne peuvent pas aller dans le même sens. C'est-à-dire que l'or est une valeur refuge, et quand l'un monte, l'autre descend. Donc il y a un certain équilibre qui se fait. Et donc l'économie du projet, à mon avis, n'est pas en jeu. Donc ce projet est rentable, il est bien rentable, et rentable même si le dollar décroche par rapport à l'euro, par exemple, puisqu'on sait que l'or, je veux dire, c'est le dollar, la valeur de référence. Les monnaies sont liées au cours de l'or. Donc, quoi qu'il arrive, ce projet est rentable. Et par rapport à la protection de l'environnement, nous sommes en France. Les réglementations qui s'appliquent sont les réglementations françaises et européennes, qui sont parmi les plus strictes du monde. Il y a des systèmes de garantie financière qui permettent de garantir que les réhabilitations et le site sera géré quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque de banqueroute ou de protection de l'environnement en rabais s'il y avait des variations des taux de l'or. C'est absolument pas un risque sur ce projet. Thierry Macaire, vous voulez dire? Oui, c'est vrai qu'on est sur un sujet où aussi c'est parole contre parole à certains moments. Je voulais revenir sur une question, parce que c'est une réflexion que vous avez émise et qui est parue dans le journal La Croix du 9 mai, qui est liée justement à ces mouvements qui peuvent exister autour. Vous parlez de l'arrivée de 2 activistes de Notre-Dame-des-Landes. Vous voyez le mouvement se durcir en termes de contestation. Ce sont vos propos, en tout cas tels que je les ai repris sur ce journal national. Alors comme moi, vous lisez la presse locale, et il y avait un article justement sur ces personnes venues former certains de nos opposants à la résistance passive. Comment vous avez été informé de ça? Comme tout le monde, par la presse. Donc, oui, il y a bien des personnes qui sont venues pour former certains de nos opposants à la désobéissance civile. S'ils venaient de Notre-Dame-des-Landes ou pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas, c'est le terme que vous employez. C'est ce qu'on m'a mis dans la bouche. On vous a mis dans la bouche. Voilà. Non, mais clairement, oui, des opposants, c'est sûr, qui sont organisés et qui
des fois tendance à éviter qu'il y ait un débat. Alors, afin de mieux comprendre ce projet de la Montagne d'Or, des débats publics sont organisés un peu partout en Guyane. Et le moins que l'on puisse dire est que ça n'a pas toujours été facile pour la Commission. Surtout à Mana et à Cayenne, où pro et contre projets se sont souvent donné le change de manière véhémente. Quelle leçon tirez-vous de ces rendez-vous plutôt passionnés entre ceux qui sont contre et pour ce projet? Est-ce qu'au niveau de l'organisation, à un moment donné, il n'aurait pas mieux fallu faire autrement? Alors, l'organisation n'est pas entre nos mains. Oui. C'est la Commission nationale de débat public qui organise les débats. Donc, nous, on peut y participer. On travaille avec la Commission pour que ce débat se fasse dans un climat constructif, serein, démocratique. Mais dans ces conditions-là, vous pensez que ces débats sont constructifs? Quand on en arrive aux mains, je pense qu'on a passé les limites. Que ça concerne ceux qui sont pour le projet et aussi contre le projet, certes. Donc les deux parties sont en face et vous par rapport à ce projet de la Montagne d'Or. Ce débat est important pour nous. Il est important parce qu'il y a certainement un déficit d'information. Donc le débat, c'est le lieu où on peut expliquer, on peut répondre aux questions légitimes. Mais le débat, ce ne sont pas que les réunions publiques. Il existe un site sur lequel n'importe qui peut, de manière anonyme ou pas, poser des questions. Et nous répondons à l'ensemble des questions. Ce seront aussi des auditions qui auront lieu en juin, qui permettront à certains acteurs, grands acteurs, de s'exprimer sur le projet. Donc ce débat, il doit avoir lieu, il est important. Nous avons, depuis le début de ce projet, eu une démarche de concertation. Et ce débat en fait partie. Et nous n'arrêterons pas la concertation à la fin du débat. Nous continuerons à échanger avec les Guyanais. La question va être aussi de comment dépassionner le débat. Ça, pour arriver à ce que... Est-ce que vous comprenez les réactions des, je pense, des associations donc, hors de question, la jeunesse autochtone, par rapport à l'environnement, par rapport aussi à l'histoire de leur terre? Est-ce que ça, vous entendez ça? Nous nous adressons à l'ensemble des Guyanais, donc y compris les groupes qui parlent de leur tradition, de leur terre ancestrale. Depuis toujours, nous avons été ouverts à la concertation. Malheureusement, certaines fois, on n'a pas eu de réponse. Donc nous espérons qu'à l'avenir, et suite à ce débat, nous pourrons avoir justement des échanges constructifs pour voir comment, dans le respect de chacun, nous pouvons évoluer. Et qu'il y ait des questions sur l'environnement, c'est tout à fait naturel. Nous apportons à chaque fois, à chaque session du débat public, dans les réponses que nous apportons sur le site Internet, nous apportons des réponses claires et précises à ces questions sur l'environnement. Alors, il y a une des inquiétudes des défenseurs de l'environnement, c'est, on sait que le site minier, si évidemment le projet est approuvé, sera juste à côté d'une réserve naturelle, une réserve nationale, voilà, à quelques centaines de mètres. Les risques liés à la forte pluviométrie inhérent à notre territoire, à la Guyane, notamment par rapport à votre parc à résidus. On sait qu'il y a des barrages qui retiennent les parcs à résidus, puisque vous traitez au cyanure, voilà, les stériles. Et donc, est-ce que ces risques liés à la forte pluviométrie, qui sont parfois difficilement maîtrisables, ont bien été envisagés? Là, c'est très particulier, même par rapport à l'expérience d'opérateurs canadiens. Norgold, bon, c'est des Russes pour l'essentiel. Vous voyez, il y a une grosse inquiétude par rapport à ça. Alors, tout ce qui est barrage est réglementé en France, que ce soit des barrages hydroélectriques ou des barrages qui servent à stocker des résidus. Donc cette réglementation s'appliquera bien entendu à nos ouvrages. Pour ce qui est de la gestion de l'eau, c'est un des points importants de la gestion de l'environnement. On sait que l'eau peut transporter des polluants ou de la matière en suspension seulement sur de longues distances. Donc il est important de maîtriser l'eau. Il est évident que l'ensemble des études ont tenu compte des paramètres tels que le climat de la Guyane. Bon, pour cela, on peut s'appuyer sur des expériences actuelles au Suriname voisin, où la pluviométrie est très très proche. Et
dont on peut tirer en fait. Alors les opposants disent que justement vous prenez en référence le projet en production, hein, celui-là de Newmont, qui est donc assez proche d'Apatou à vol d'oiseau, et qu'il y a déjà eu visiblement des problèmes sur ce projet. Nous n'avons pas contacté la compagnie Newmont pour vérifier, mais c'est ce que disent les opposants en tout cas. Il n'y a pas eu de rupture de barrage. Pas de rupture de barrage, voilà. Pas jusque-là. Mais... Et c'était votre question. Donc par rapport au stockage des résidus, il est important de rappeler que oui, nous utilisons du cyanure, que ce cyanure est recyclé dans des cuves et que nous décyanurons le résidu, c'est-à-dire qu'on enlève l'essentiel du cyanure qui pourrait être entraîné avec le résidu avant qu'il soit stocké dans ce dépôt. Le résidu ne reste pas sous forme de boue éternellement. L'eau est coupée et au bout d'un moment c'est un stockage de solide. Donc imaginez que ça reste sous forme de boue, à l'état de boue pour des centaines d'années, c'est faux. La réalité c'est qu'à la fin c'est du solide et c'est recouvert. Vous comprenez bien, quand on parle de cyanure, ça fait peur quand même. Hein, quand on voit un peu les rivières souillées par des barrages d'orpailleurs clandestins, cela peut surprendre et peut faire peur. Alors, j'ai une dernière question à ce sujet à vous poser. Juste une petite précision. Oui. Ce qui pollue les rivières aujourd'hui, c'est le mercure. Oui, mais bon, ça donc, voilà, et les matières en suspension. Et dans les deux cas, nous appliquerons l'ensemble de la réglementation française et européenne qui évite justement ce genre de problème. Alors, on doit poursuivre l'émission et commenter l'actualité de la semaine écoulée. En état actuel des choses, votre compagnie a-t-elle les moyens d'abandonner ce projet d'exploitation aurifère? Ce n'est pas notre position actuelle. Notre position, pour l'instant, c'est d'expliquer le projet. Nous avons confiance, nous pensons que les fondamentaux de ce projet sont bons. Nous écoutons les Guyanais et puis face à une nous opposition politique, une opposition citoyenne, est-ce que vous pourriez... Oui, on est en démocratie, donc une minorité ne fait pas la décision en démocratie. Donc ce qui est important pour nous, c'est de parler aux Guyanais, et ce seront les Guyanais dans leur ensemble qui devront se déterminer. Mais la situation actuelle, c'est quoi? C'est 10 tonnes d'or par an qui sont exploitées illégalement. C'est l'équivalent de 420 millions d'euros qui s'évaporent chaque année. Juste 420 millions d'euros, c'est 7 lycées tels que celui qui a été construit à Saint-Laurent. Oui, enfin, si vous abandonnez le projet, vous perdez combien? 50 millions d'euros, c'est ça? 60 millions. Si on arrêtait aujourd'hui, on perdrait 60 millions. Mais, 60 millions d'euros. Mais si on l'arrêtait et que ce n'était pas légal, ça irait beaucoup. Attention aux chiffres, quand vous dites c'est l'équivalent de 7 lycées, on va le reprendre. Et puis, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est le fait, ça peut être très bien de développer l'orpaillage légal, mais est-ce que pour autant ça va éradiquer l'orpaillage illégal? Là, on peut se poser des questions aussi. Dans la région de Polisnar, il est clair que si on a une activité structurée avec une mine de cette taille et l'activité alluvionnaire, parce qu'il faut rappeler que nous travaillons déjà sur le site, nous avons des orpailleurs légaux qui travaillent bien et qui travaillent sur Polisnar et sur nos concessions et nos permis d'exploitation. Et donc, si nous sommes présents, si nous produisons cet or, il n'y a plus d'or à prendre. Donc, au moins dans ce secteur-là, ça résoudrait les problèmes. 2%, à peine 2% de taxes sur l'or pour les collectivités, ça vous paraît équitable, franchement? Je rappelle toujours que ce sont 420 millions d'impôts et de taxes que nous payerons sur 12 années. Ces 2% représentent quand même 67 millions d'euros, ce qui est bien au-delà du ticket d'entrée. L'autre partie, c'est octroi de mer et taxes sur les carburants, c'est ça? C'est impôts sur les bénéfices et impôts divers et variés, taxes diverses et variées. Voilà. 420 millions d'euros sur donc une partie n'ira pas à la Guyane. Laurent, on va poursuivre donc le cours de l'émission. Vous restez avec nous, Monsieur Paris. L'actualité en Guyane, c'est aussi cette décision spectaculaire de 17 médecins urgentistes du centre hospitalier André Rosemont qui ont présenté une lettre de démission à leur direction. Ils déplorent leurs conditions de travail et un manque chronique de personnel dans leur service. Les précisions d'Olivier Damone. Il aura fallu attendre à peine 7 ans après l'ouverture du char en 1992 pour que les premiers rapports pointent déjà les difficultés d'aujourd'hui, notamment la faiblesse des moyens financiers et humains. Nous sommes 17. 17 à avoir fait un acte individuel, un acte fort où chacun a dit, moi, dans ces conditions-là, à partir du moment où on ne peut pas prendre en charge dans les meilleures conditions la population, eh bien oui, on ne peut plus travailler comme ça. On a lancé des alertes. Malgré plusieurs mobilisations, le char continue de s'enfoncer.
Alors des médecins, messieurs, qui menacent de démissionner, une direction qui dit avoir les moyens financiers, mais pas humains en raison d'un manque de candidats. Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue, là? On en revient toujours aux mêmes interrogations sur, je vais le prendre d'un point de vue général sur le développement de la Guyane. C'est, comme l'indiquait le reportage, dès le départ, c'est l'enfant est mal né en quelque sorte. Et aujourd'hui, on paye les conséquences de tout ce qui n'a pas été fait. Alors, maintenant, la question, c'est va falloir se projeter vers l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement renflouer pour que dans 2 ans ou 3 ans, les choses repartent de la même façon? Ou est-ce qu'on va vraiment se décider à avoir un plan santé qui puisse nous permettre d'avoir une santé qui permette aux Guyanais d'espérer se soigner correctement? Monsieur Paris, vous êtes à la tête de la compagnie Montagne d'Or. Vous souhaitez donc investir en Guyane à travers ce projet. Quand vous voyez ce désert médical, vous comprenez la préoccupation des Guyanais et de ces médecins qui demandent plus de moyens afin de mieux se faire soigner et de soigner? Alors bon, nous sommes tous Guyanais impactés par ces problèmes. Nous sommes tous des patients potentiels de l'hôpital. Donc nous espérons que cette crise sera réglée rapidement et que des solutions seront trouvées. Pour ce qui est du territoire dans son ensemble, l'attractivité de la Guyane doit être améliorée, mais pour ça, il faut améliorer les infrastructures, il faut améliorer aussi l'économie du territoire, parce que pour financer ces infrastructures, pour attirer des médecins sur le territoire, il faut que le territoire soit attractif. Alors, messieurs, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu président de la République. Le baromètre IFOP estimait à 44% le taux d'opinion favorable sur la métropole. Qu'en est-il en Guyane? Écoutez ces réactions et on en parle juste après. Pour moi, personnellement, après 1 an, il n'y a eu aucun changement, donc pas d'évolution, tout simplement. Vous êtes déçu? Très déçu même. Personnellement, pour la jeunesse, il n'y a rien qu'à changer. Toujours le même bordel. Chômage, violence et tout. Voilà. Donc pour moi, au niveau de la Guyane, R. Pour moi, il a encore rien fait pour la Guyane. J'ai encore rien vu d'exceptionnel pour dire que ça puisse changer ici. Donc, j'ai encore rien vu. Vous êtes déçu? Comme pour tous les autres, en fait. Il n'y a rien de plus pour la Guyane. Pour moi, il n'y a rien à changer. C'est toujours pareil avec les meurtres, tout ça. Toujours pareil, rien n'a changé. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Ça dépend. On verra. Ça fait qu'1 an, on verra par la suite. Alors, messieurs, en Guyane, ces réactions vous surprennent? Non, mais c'est des réactions... je me permets de dire que oui, effectivement, c'est logique. Après 1 an, un président de la République, on parle d'un président de la République, on vous demande si ça a changé quelque chose dans votre vie. À l'échelle d'une année, non, ça ne change rien et ça ne changera strictement rien. Les questions qu'il faut se poser, c'est des questions sur du travail de fond ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion suite à l'accord de Guyane aussi et les promesses faites à travers cet accord? Vous posez la question en général aux Français. Qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien? Ils n'ont pas eu plus d'argent, ils n'ont pas eu forcément... Leur salaire n'a pas augmenté, absolument. Ce que vous voulez? Non, juste un mot pour dire qu'effectivement, tout dépendra de l'application du fameux accord de Guyane du 21 avril 2017. Le plan d'urgence, on le sait, est en cours d'application en partie. On pourrait en rediscuter. Quant aux mesures additionnelles de plus de 2 milliards d'euros, là, il y a beaucoup de choses qui sont attendues et qui doivent s'exprimer dans le cadre des États généraux et des assises de l'outre-mer. Un des dossiers emblématiques pour moi, c'est notamment le désenclavement de l'intérieur. Voilà un choix historique. Est-ce qu'on va enfin faire cette route Saint-Laurent à Maripasoula ou bien Maripasoula Cayenne, enfin bref, le président a dit Maripasoula Cayenne, non, pas sous mon mandat, mais la route du fleuve attend. Et on a notamment évoqué la montagne d'or, certains politiques l'ont fait en tout cas, pour dire pourquoi pas la montagne d'or qui participerait dans la construction d'une partie de cette route du fleuve. Monsieur Paris. Je suis assez d'accord avec les deux intervenants. On peut difficilement juger l'action d'un gouvernement sur une seule année. Mais on a vu sur les images là en début de reportage, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, s'était rendu sur site et était, semble-t-il, à l'époque favorable au projet. C'est selon vous le cas actuellement? Lors de sa dernière visite, il a rappelé que ce projet avait de bons fondamentaux, mais qu'il fallait
pour que ce projet soit une réalité, qui respecte certaines conditions. Une des conditions, c'était de respecter la démarche de mine responsable, et nous sommes engagés dans cette voie. Le deuxième, c'était qu'il y ait des retours pour la Guyane. Donc à travers la formation que nous prévoyons, la création d'emplois, pour répondre à ce jeune qui dit, voilà, nous on n'a toujours pas d'emploi, nous prévoyons de créer 750 emplois directs avec plus de 90% de Guyanais. On va faire de la formation, on va commencer dès la fin de ce mois avec les premières formations en RSMA à former des jeunes. En clair, il vous a rassuré? Oui, et puis il a aussi parlé du débat, il a dit qu'il sera important que des réponses soient apportées aux questions qui sont posées, et c'est ce que je disais précédemment. Une des conditions pour continuer, c'est justement d'apprendre de ce débat et de continuer à échanger avec les Guyanais. Construire une partie de la route du fleuve, voilà. Au travail, ça, clairement. Non, mais participer en travaillant avec les collectivités, pourquoi pas? Merci, messieurs. Je signale que l'émission est terminée. Les ateliers, très prochainement, les 21, 22 et 23 mai prochains, à Saint-Laurent et à Cayenne. Monsieur Paris, merci d'avoir accepté l'invitation de Club Hebdo. Merci Thierry Macaire et Laurent Marot. Bon week-end à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.